L'héritage caché sous la pluie battante de Toulouse, un cri déchira le silence de la nuit, un son si aigu qu'il semblait porter les secrets d'un autre temps. Dans une ruelle étroite bordée de maisons anciennes aux volets écaillés, une lumière vacillante s'échappait d'une fenêtre à l'étage d'un vieux casernon. Sophie, une femme de ménage de 35 ans, frottait ses mains gercées par le froid sur son tablier usé, ignorant encore que cette soirée allait bouleverser sa vie. L'odeur de moisie et de cire d'abeille flottait dans l'air, mêlée à celle de l'humidité qui s'infiltrait par les fissures des murs de pierre. Elle travaillait seule dans ce manoir délabré de la rue Saint-Rome, une bâtisse autrefois majestueuse, aujourd'hui laissée à l'abandon par ses propriétaires absents. Chaque grincement du plancher, chaque courant d'air glacé semblait murmurer une histoire oubliée. Mais Sophie, habituée à la solitude, n'y prêtait pas attention. Du moins, pas encore. Elle balayait le sol d'une bibliothèque poussiéreuse, ses pas résonnant dans le silence oppressant, lorsqu'un bruit étrange l'arrêta net. Un claquement sec, comme si un objet lourd était tombé derrière le mur. Intriguée, elle posa son balai contre une étagère et s'approcha, son souffle formant de petits nuages dans l'air frais. Le mur, tapissé d'un papier jauni par le temps, semblait anodin, mais en tapotant doucement, elle sentit une vibration anormale. Un frisson lui parcourut l'échine, non pas à cause du froid, mais d'une intuition qu'elle ne pouvait expliquer. Avec précaution, elle appuya plus fort, et un PAN du mur pivota légèrement, révélant une fente sombre. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre la peur et une curiosité insatiable. Qui avait caché cela? Et pourquoi? Derrière le mur, un coffre-fort ancien, rouillé mais imposant, semblait attendre dans l'ombre. Sa surface métallique était gravée de motifs floraux, typiques de l'artisanat français du XIXe siècle, mais il dégageait une aura inquiétante, comme s'il renfermait plus qu'un simple trésor. Sophie passa ses doigts sur les contours froids, sentant la texture rugueuse de la rouille sous ses ongles. Elle n'avait jamais rien vu de tel dans toutes ces années à nettoyer les maisons des riches Toulousains. Une serrure à combinaison la défiait, ses chiffres à peine lisibles dans la pénombre. Elle n'avait ni la clé ni le code, mais quelque chose en elle refusait de faire demi-tour. Était-ce de la folie? Ou le destin qui l'appelait? Dehors, la pluie redoublait d'intensité, martelant les vitres comme un avertissement. Sophie alluma la lampe torche de son vieux téléphone, projetant un faisceau tremblant sur le coffre. Elle tenta de se souvenir des ragots du quartier. On disait que ce manoir appartenait autrefois à une famille d'industriels, disparus dans des circonstances troubles après la Seconde Guerre mondiale. Les voisins parlaient de malédictions, de dettes impayées, de secrets enfouis. Mais ce n'était que des histoires, non? Pourtant, à cet instant, avec le vent hurlant à travers les cheminées, ces récits prenaient une réalité inquiétante. Sophie sentit une goutte de sueur couler le long de sa tempe, malgré le froid. Elle s'agenouilla, rapprochant son visage du coffre. Un léger parfum métallique, mêlé d'une odeur indéfinissable, presque organique, s'échappait de la serrure. Était-ce son imagination? Elle ferma les yeux, essayant de se concentrer. Les chiffres de la combinaison semblaient défier toute logique, mais elle tenta sa chance, tournant le cadran au hasard. 3 décembre 47. Rien. Elle essaya encore, ses doigts tremblants glissant sur le métal glacé. Puis, un déclic. Infime, mais réel. Le coffre émit un grincement sourd, comme un soupir d'agonie, et la porte s'entr'ouvrit légèrement. Une bouffée d'air vicié s'échappa, lui donnant la chair de poule. Sophie hésita. Tout en elle criait de refermer ce coffre, de quitter cette maison et de ne jamais regarder en arrière. Mais une force plus grande, une curiosité mêlée de désespoir, la poussait à aller plus loin. Elle vivait une vie modeste, enchaînant les petits boulots, luttant pour payer son loyer dans un appartement minuscule du quartier Saint-Cyprien. Et si ce coffre contenait quelque chose qui pouvait tout changer? Une fortune? Un secret? Elle tendit la main, ses doigts effleurant la poignée. À cet instant, un craquement résonna à l'étage supérieur, comme si quelqu'un venait de marcher sur une latte de bois. Elle se figea, le cœur dans la gorge. Personne ne devait être dans la maison. Elle était censée être seule. Pourtant, le bruit se répéta, plus proche cette fois, accompagné d'un murmure indistinct, comme une voix étouffée par les murs. Était-ce le vent? Un voisin? Ou quelque chose de bien pire? Sophie éteignit sa lampe, plongeant la pièce dans une obscurité presque totale. Seule la lueur argentée de la lune filtrait à travers les rideaux déchirés, dessinant des ombres mouvantes sur les murs. Elle retint son souffle, écoutant le silence oppressant, brisé seulement par le tic-tac d'une vieille horloge dans le couloir.
Elle se retourna lentement, scrutant l'obscurité. Rien. Peut-être avait-elle imaginé ce bruit. Mais alors qu'elle reportait son attention sur le coffre, à nouveau son la paralysa. Un frottement. Comme si quelque chose glissait lentement sur le sol, juste derrière la porte de la bibliothèque. Son sang se glaça. Elle n'était pas seule. Quelqu'un ou quelque chose savait qu'elle avait trouvé le coffre. Et ce quelqu'un approchait. Elle posa une main sur la poignée du coffre, partagée entre l'envie d'ouvrir et celle de fuir. Que contenait ce coffre pour qu'on le cache si bien? Et pourquoi avait-elle l'impression que l'ouvrir signerait son arrêt de mort? À cet instant, la porte de la bibliothèque s'ouvrit dans un grincement sinistre, laissant entrevoir une silhouette indistincte dans l'embrasure. La lumière de la lune accrocha un éclat métallique dans la main de l'intrus, une arme. Un outil? Sophie n'eut pas le temps de réfléchir. Son instinct prit le dessus, et elle tira de toutes ses forces sur la poignée du coffre. La porte s'ouvrit en grand, révélant un contenu qui la fit reculer d'horreur. À l'intérieur, pas d'or ni de bijoux, mais une pile de documents jaunis, un vieux revolver rouillé, et une photo, tachée de sang, montrant un visage qu'elle reconnut instantanément. Un visage qu'elle n'aurait jamais dû voir. La silhouette dans l'embrasure avança d'un pas, et une voix rauque murmura dans l'obscurité. « Tu n'aurais pas dû regarder, Sophie. » Comment connaissait-il son nom? La panique s'empara d'elle, mais il était trop tard pour reculer. Le coffre était ouvert, et avec lui, un passé qu'on avait voulu enterrer à tout prix. Que venait-elle de déclencher? Et combien de temps lui restait-il avant que cette vérité ne la rattrape? Sophie recula d'un pas, son dos heurtant l'étagère derrière elle, faisant tomber une pile de livres anciens dans un nuage de poussière qui emplit la pièce d'une odeur âcre de papier moisi. La silhouette s'avança lentement, ses pas résonnant comme un compte à rebours inexorable sur le parquet craquant, et la lune révéla un visage marqué par les ans, ridé et dur, celui d'un homme qu'elle n'avait vu qu'en photo dans les journaux locaux de Toulouse, un ancien policier à la retraite, connu pour ses enquêtes sur des affaires non résolues datant de l'après-guerre. « Comment connaissez-vous mon nom ?» balbutia-t-elle, sa voix tremblante se perdant dans le vent qui sifflait à travers une fenêtre mal fermée. L'homme esquissa un sourire froid, ses yeux brillants d'une lueur prédatrice dans la pénombre, et répondit d'une voix rauque imprégnée d'un accent du sud-ouest. « Les secrets ont une façon de se propager, comme la brume sur la Garonne. Tu as ouvert une porte qui devait rester close depuis des décennies. » Elle jeta un regard furtif vers le coffre, où les documents jaunis semblaient presque vivants sous la faible lumière, leurs pages couvertes d'une écriture élégante et de taches sombres qui pourraient être du sang séché, évoquant des souvenirs enfouis de la résistance française. L'intrus s'approcha encore, son ombre s'allongeant sur le sol comme une menace tangible, et Sophie sentit l'air se charger d'une tension électrique, mêlée à l'odeur métallique du revolver qui gisait au fond du coffre. Elle attrapa instinctivement l'arme rouillée, ses doigts se refermant sur le métal froid et piqué par la corrosion, mais elle hésita. Était-ce chargé? Avait-il été utilisé pour un crime oublié dans les ruelles sombres de la ville rose? Qu'est-ce que c'est que ça? Murmura-t-elle pour elle-même, en sortant la photo tachée, qui montrait une femme aux traits familiers, posant devant la basilique Saint-Sacernin, un bébé dans les bras. L'homme s'arrêta net, son expression passant de la menace à une surprise fugace, comme si cette image ravivait un fantôme qu'il croyait enterré. Cette photo, elle n'aurait jamais dû refaire surface. C'est ton sang qui coule dans ses veines, Sophie. Mais savoir la vérité te coûtera cher. Ces paroles flottèrent dans l'air humide, semant le doute dans l'esprit de Sophie. Était-ce possible? Était-elle liée à cette famille disparue, à ces industriels de Toulouse dont les usines avaient prospéré sur des secrets inavouables pendant l'occupation? Dehors, un éclair illumina brièvement la pièce, suivi d'un coup de tonnerre qui fit vibrer les vitres, comme si le ciel lui-même protestait contre cette révélation. Sophie recula vers la fenêtre, l'arme tremblant dans sa main, sentant la pluie s'infiltrer par les interstices et mouiller son tablier. L'homme fit un geste pour s'emparer des documents, mais elle les serra contre elle, les pages craquant sous ses doigts, révélant des bribes de lettres codées mentionnant des noms comme Lyon Résistance et Bordeaux Trahison, évoquant un réseau d'espions français pendant la guerre. « Tu n'es pas la première à fouiner ici, » grogna-t-il, sa voix se faisant plus pressante, imprégnée d'une urgence qui trahissait sa propre peur. « D'autres ont essayé. Et ils ont fini au fond du canal du Midi, leur secret noyé avec eux. Remets ça à sa place, et peut-être que je te laisserai partir. » Mais ses yeux démentaient ces mots, brillant d'une détermination féroce, et Sophie se demanda si cet homme était un gardien du passé ou un complice d'un crime plus grand,
liée aux sombres affaires de collaboration qui hantaient encore les mémoires toulousaines. Elle feignit de baisser l'arme, son cœur cognant comme un tambour dans sa poitrine, tandis que l'odeur de la poussière et de la peur emplissait ses narines. Soudain, un bruit de pas précipité se fit entendre dans l'escalier, comme si une autre présence approchait, ajoutant une couche de chaos à la scène. Était-ce un allié de l'intrus, ou quelqu'un d'autre attiré par le tumulte? L'homme se tourna légèrement, distrait, et Sophie en profita pour glisser un document dans sa poche, sentant le papier froissé contre sa peau moite. « Qui êtes-vous vraiment » demanda-t-elle d'une voix plus assurée, cherchant à gagner du temps, ses sens aiguisés captant le moindre craquement dans la maison centenaire. Il rit doucement, un son creux qui résonna comme un écho des caves voûtées sous la place du Capitole. « Appelle-moi un fantôme du passé. Ton grand-père m'a trahi, et maintenant, c'est à toi de payer la dette. Mais si tu veux des réponses, cherche du côté de Marseille. C'est là que tout a commencé, avec un bateau qui n'aurait jamais dû accoster. » La tension monta d'un cran lorsque l'intrus sortit un couteau de sa poche, sa lame accrochant la lumière lunaire, et Sophie sentit un froid glacial l'envahir, contrastant avec la sueur qui perlait sur son front. Elle visa avec le revolver, mais ses mains tremblaient, et elle se demanda si l'arme était encore fonctionnelle après tant d'années enfouies. Les documents dans sa poche semblaient peser une tonne, chargés de noms et de dates qui liaient sa famille à des événements obscurs, comme l'explosion d'une usine à Lyon en 1943, attribuée à un sabotage. « Tu mens » répliqua-t-elle, sa voix se brisant sous l'émotion. Mais l'homme secoua la tête, ses traits durcis par les ombres. La vérité est plus cruelle que les mensonges. Ta mère a essayé de l'enterrer, mais les morts ne restent pas silencieux éternellement. Pars maintenant, ou rejoins-les. Ces mots semèrent le chaos dans son esprit. Sa mère, décédée il y a 5 ans dans un accident de voiture près de Bordeaux, avait-elle su? Était-ce vraiment un accident? Un nouveau coup de tonnerre éclata, masquant le bruit d'une porte qui s'ouvrait au rez-de-chaussée, et Sophie perçut un murmure distant, comme une conversation étouffée en français avec un accent étranger. L'intrus se raidit, jetant un regard nerveux vers le couloir, révélant une vulnérabilité qu'elle n'avait pas anticipée. Elle profita de cette distraction pour bondir vers la fenêtre, sentant le verre froid sous ses paumes, mais il la rattrapa par le bras, sa poigne comme un étau, dégageant une odeur de tabac et de sueur rance. « Tu ne sortiras pas d'ici avec ça » siffla-t-il, arrachant la photo de ses mains, mais laissant échapper un document qui vola au sol, révélant une carte postale de Toulouse datant de 1944, annotée d'un code mystérieux. Qu'est-ce que c'est? Un trésor? Un complot? Alta-t-elle, luttant pour se libérer, tandis que les pas dans l'escalier se faisaient plus insistants, évoquant une poursuite imminente. Dans la confusion, Sophie parvint à se dégager, trébuchant sur les livres épars, et attrapa le revolver plus fermement, le pointant vers l'homme dont le visage trahissait maintenant une peur palpable. L'air était chargé d'électricité, avec la pluie tambourinant comme un avertissement divin, et elle sentit un courant d'air froid venant du couloir, portant avec lui une odeur de terre humide, comme si quelqu'un avait creusé récemment. « Ils arrivent » murmura l'intrus, sa voix baissant d'un ton, presque complice, « les gardiens du secret. Si tu veux survivre, cache-toi. Mais souviens-toi, Sophie, le coffre n'était que le début. Le vrai danger est dehors, dans les rues de France que tu crois connaître. » Qui était-il? Une organisation secrète? Des descendants des victimes? Ces questions tourbillonnaient dans sa tête, augmentant la panique alors qu'elle entendait des voix approcher, parlant d'un héritage volé. Elle se précipita vers la porte latérale de la bibliothèque, son souffle court et saccadé, laissant derrière elle l'homme qui ramassait frénétiquement les documents épars. Le couloir était plongé dans l'obscurité, mais elle perçut des ombres mouvantes en bas des marches, comme une meute en chasse, et une bouffée d'air frais lui indiqua une sortie possible vers le jardin envahi par les ronces, typique des vieilles demeures toulousaines. « Attends » cria l'intrus derrière elle, sa voix empreinte d'une urgence nouvelle. « Il y a une clé dans le coffre, elle ouvre plus que tu ne penses. Va à Lyon, trouve l'ancienne horloge de la gare. Mais ne fais confiance à personne. » Ces paroles cryptiques la firent hésiter un instant, sentant le poids d'un complot plus vaste, impliquant peut-être des artefacts cachés dans d'autres villes françaises, mais le bruit de pas montant l'escalier la propulsa en avant. Sophie dévala les marches 2 à 2, son cœur martelant comme les cloches de la cathédrale Saint-Étienne un jour de fête, et elle sentit une main effleurer son épaule juste avant qu'elle n'atteigne la porte du jardin. Dehors, la pluie l'assaillit comme une muraille liquide, trompant ses vêtements en quelques secondes, et elle courut à travers les herbes hautes,
trébuchant sur des racines exposées par les intempéries récentes. Derrière elle, des cris retentirent, mélangeant français et ce qui semblait être de l'allemand ancien, ravivant des échos de l'occupation qui hantaient encore les mémoires collectives. Elle serra le document dans sa poche, ses doigts engourdis par le froid, se demandant si cette carte postale était la clé d'un trésor familial ou d'un scandale national, lié aux fortunes amassées illégalement pendant la guerre. Au moment où elle atteignait la grille rouillée donnant sur la rue, un éclair révéla des silhouettes la poursuivant, leurs pas éclaboussant les flaques d'eau, et elle entendit un coup de feu claquer dans la nuit, faisant voler des éclats de pierre près d'elle. Était-ce un avertissement ou une tentative de la tuer? Haletante, elle s'engouffra dans les ruelles étroites de Toulouse, l'odeur de la pluie et de la peur se mêlant dans l'air nocturne, mais au fond d'elle, une certitude grandissait. Le coffre avait libéré un mal ancien. Et maintenant, sa vie n'était plus qu'une course contre des ombres invisibles. Que allait-elle découvrir à Lyon? Et qui la traquerait jusqu'au bout pour l'empêcher de révéler la vérité? Sophie s'engouffra dans les ruelles labyrinthiques de Toulouse, ses pas claquant sur les pavés mouillés par la pluie incessante, tandis que l'écho du coup de feu résonnait encore dans ses oreilles comme un avertissement funeste. Elle serrait le document froissé dans sa poche, sentant son papier humide se désintégrer lentement sous ses doigts tremblants, et elle courut sans se retourner, passant devant les façades rosées de la ville rose qui semblait la juger dans l'obscurité. Le froid de la nuit s'infiltrait dans ses os, mêlé à l'odeur de terre humide et de pain frais émanant d'une boulangerie fermée, lui rappelant brutalement sa vie ordinaire qu'elle avait laissée derrière elle dans ce manoir maudit. Mais il n'y avait plus de retour en arrière. Les silhouettes la poursuivaient, leurs cris étouffés par le vent. Elle savait que le secret du coffre, ces lettres codées évoquant des trahisons pendant l'occupation, des fortunes volées à Bordeaux et des exécutions sommaires à Lyon. La liait désormais à un passé qu'elle n'avait jamais soupçonné. Elle atteignit enfin la gare Matabio, haletante, et sauta dans le premier train pour Lyon, sentant le regard suspicieux des rares passagers nocturnes sur elle, comme si son destin était déjà écrit sur son visage pâle et trompé. À Lyon, sous un ciel grisâtre qui pesait comme un couvercle sur la confluence du Rhône et de la Saône, Sophie descendit du train avec l'impression que chaque pas la rapprochait d'une vérité explosive. Elle se dirigea vers l'ancienne horloge de la gare Perrache, comme l'avait murmuré l'intrus, ses sens aiguisés captant l'odeur de croissants chauds et de café amer des bistrots environnants, un contraste cruel avec la terreur qui lui nouait l'estomac. L'horloge, un vestige du XIXe siècle avec ses aiguilles figées sur minuit, cachait un mécanisme secret. En tournant le cadran selon le code de la carte postale 1944, l'année fatidique, un compartiment s'ouvrit, révélant une clé ancienne et une lettre jaunie adressée à sa mère. Les mots dansaient sous ses yeux, des confessions d'un amour interdit pendant la guerre, d'un père collaborateur qui avait trahi la résistance pour sauver sa peau, accumulant une fortune en or nazi cachée dans des caves de Marseille. Sophie sentit le monde basculer. Ce n'était pas un trésor innocent, mais Alex empoisonné, taché du sang de innocents, et elle comprit que l'intrus n'était pas un ennemi, mais un ancien allié de son grand-père, chargé de protéger ce secret pour éviter un scandale national qui ébranlerait les fondations de la France d'après-guerre. Elle erra dans les traboules lyonnaises, ces passages secrets qui serpentaient comme des veines cachées dans la vieille ville, sentant l'humidité des murs de pierre lui glacer la peau tandis que des ombres semblaient la suivre à chaque tournant. La lettre révélait plus. Sa mère avait su, avait fui Toulouse pour Bordeaux en emportant le bébé qu'elle était, changeant d'identité pour échapper aux vengeurs de la libération, ces épurateurs qui traquaient les collabos dans les rues enflammées. Sophie s'assit sur un banc près de la place Bellecour, les larmes se mêlant à la bruine fine, inhalant l'odeur de feuilles mortes et de rivières gonflées, et elle sortit le revolver rouillé du coffre qu'elle avait emporté dans sa hâte. Était-ce l'arme qui avait servi à exécuter des résistants, ou celle qui avait protégé une famille traîtresse? Des passants la regardaient curieusement, mais elle n'y prêtait pas attention, perdue dans un tourbillon de questions. Pourquoi sa mère ne lui avait-elle rien dit? Et ses poursuivants, étaient-ils des descendants des victimes, réclamant justice après des décennies de silence? Poussée par une détermination farouche, Sophie prit un bus pour Marseille, sentant le paysage changer. Des collines lyonnaises aux calanques escarpées, l'air salin envahissant ses narines comme un appel du destin. Là, dans les caves voûtées du vieux port, guidé par les indications de la lettre, un entrepôt abandonné près du Mucem, marqué d'une croix discrète. Elle trouva le trésor, des caisses remplies d'œuvres d'art pillées, de lingots d'or estampillés de l'aigle nazi, et un journal intime de son grand-père confessant ses crimes pour soulager sa conscience avant sa mort en 1950. L'odeur de sel et de moisissure remplissait l'espace sombre, éclairé seulement par sa lampe torche, et elle toucha du bout des doigts une toile de monnaie volée à un musée parisien pendant l'occupation.
C'était révoltant. Sa famille n'avait pas été victime, mais bourreau, profitant des horreurs de la guerre pour s'enrichir, et ce legs la rendait complice par le sang. Mais alors qu'elle s'apprêtait à alerter les autorités, une voix familière retentit derrière elle. « Tu as trouvé, Sophie? Mais es-tu prête à détruire tout ce que tu es ?» C'était l'intrus de Toulouse, essoufflé, son visage ridé illuminé par une lueur de résignation, et il s'avança lentement, dégageant une odeur de tabac froid et de regret. « Je suis ton oncle, le frère de ta mère, » avoua-t-il d'une voix brisée, les mots tombant comme des pierres dans l'eau calme du port. Il expliqua tout, comment il avait veillé sur elle de loin, sabotant ses emplois pour la garder près du manoir, espérant qu'elle n'ouvrirait jamais ce coffre qui renfermait non seulement la fortune, mais la preuve de leur ascendance maudite. Sophie sentit un vertige l'envahir, le revolver pesant dans sa main comme un jugement divin, et elle visa, les larmes brouillant sa vue. Était-ce de la trahison ou de la protection? Les vagues clapotaient contre les quais, rappelant le cri initial qui avait déchiré la nuit toulousaine, et elle comprit que ce secret avait déjà détruit des vies, la sienne incluse. Mais au lieu de tirer, elle baissa l'arme, réalisant que la vraie malédiction n'était pas l'or, mais le silence qui avait empoisonné des générations. Dans un geste impulsif, Sophie alluma un briquet et approcha la flamme des caisses, sentant la chaleur monter rapidement, l'odeur de bois brûlant et de peinture fondue emplissant les caves comme un bûcher purificateur. L'intrus, son oncle, tenta de l'arrêter, mais il était trop tard. Les flammes dévoraient les preuves, illuminant les murs de reflets d'encens, et elle recula, le cœur battant, vers la sortie. Dehors, le soleil se levait sur Marseille, teignant le ciel d'un rose similaire à celui de Toulouse, bouclant le cercle de sa fuite nocturne. Elle avait détruit le trésor, mais pas le passé. Les autorités arriveraient bientôt, alertées par la fumée, et elle savait que des enquêtes s'ensuivraient, révélant peut-être d'autres secrets enfouis dans les archives françaises. Était-ce la fin, ou le début d'une traque plus grande, avec des organisations internationales à ses trousses pour ces artefacts perdus? Alors qu'elle s'éloignait du port, Sophie sentit une paix étrange l'envahir, mêlée à une tristesse profonde, comme si en brûlant le legs, elle avait libéré son âme d'un fardeau ancestral. Mais au fond de sa poche, elle avait gardé un dernier document, une liste de noms, des complices encore vivants disséminés à travers la France, de Paris à Nice, prêts à tout pour préserver leur anonymat. Était-elle devenue la chasseuse maintenant? Le vent marin charriait des odeurs de poissons frais et d'algues, lui rappelant que la vie continuait, mais transformée à jamais. Elle monta dans un train de retour vers Toulouse, se demandant si elle reverrait un jour son oncle, ou si cette révélation familiale n'était qu'un mirage psychologique né de son deuil inachevé pour sa mère. Soudain, un plot twist la frappa comme un éclair. En relisant la lettre dans le wagon brinque-ballant, elle remarqua une incohérence. Les dates ne correspondaient pas à sa naissance. Sa mère n'était pas la fille du collaborateur, mais une orpheline adoptée, et le vrai secret était que Sophie elle-même avait été échangée à la naissance dans un hôpital de Bordeaux pour protéger l'héritière légitime d'une vengeance. Elle n'était pas du sang des traîtres, elle était la descendante d'une famille de résistants assassinés, et le coffre avait été placé pour la tester, pour voir si elle choisirait la justice ou la cupidité. L'intrus, pas son oncle, mais un agent d'une société secrète préservant la mémoire de la résistance, l'avait manipulée pour qu'elle détruise les faux preuves, libérant ainsi la vraie fortune cachée ailleurs. Était-ce une libération ou une nouvelle cage? Le train ralentit en approchant de Toulouse, et Sophie sourit pour la première fois, un sourire amer teinté de folie, réalisant que sa vie n'avait été qu'une illusion orchestrée. Le cri initial dans la nuit n'était pas un hasard, mais un signal pour lancer ce jeu psychologique, la poussant à affronter des démons qui n'étaient pas les siens. Mais maintenant, avec cette révélation, elle tenait le pouvoir, poursuivre les vrais coupables ou disparaître dans l'anonymat français. Le cercle se refermait, de la pluie battante au soleil levant, laissant une question en suspens. Et si tout cela n'était que le début d'une plus grande conspiration, impliquant les élites actuelles de la France? Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire pleine de rebondissements? Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines aventures mystérieuses ambiantées en France. Laissez un commentaire pour me dire de quelle ville française vous regardez ce vidéo: Toulouse, Lyon, Marseille ou ailleurs. Partagez vos théories sur ce qui pourrait arriver ensuite.